Deux iconoclastes sur un plateau de télévision, mais c'est l'occasion d'avoir un autre regard sur l'économie. Olivier Delamarche, bonjour, vous êtes associé gérant de Platinum Gestion. Pierre Sabatier, vous êtes président du cabinet d'analyse économique PrimeView. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on a un phénomène assez intéressant et troublant sur le marché des matières premières. Il concerne le pétrole. Le pétrole a repris plus de 50% ou environ 50% depuis ses points bas annuels. Et pourtant, on a toujours un excédent d'offres. Comment expliquer cela? Alors vous avez un excédent d'offres et vous n'avez pas un petit excédent d'offres puisque vous avez 1,8 million de barils d'excédent d'offres par rapport à la demande par jour. C'est le plus fort excédent depuis 4 ans. Et donc, il est assez curieux de voir en effet, après la publication de cette distorsion entre l'offre et la demande, après la réunion de l'OPEP qui s'est soldée par un refus de baisser la production, après plusieurs publications concernant les stocks de pétrole qui sont pléthoriques, on a quand même du mal à comprendre que le pétrole remonte comme ça. On est passé de 42 à 61, ça fait quand même une assez forte progression. D'autant plus que le reste des matières premières est toujours aussi orienté à la baisse. Et là, on a quelque chose qui confirme l'impression qu'on a de ralentissement généralisé de l'économie. Alors à quoi attribuer cette hausse? Puisque finalement, elle ne reflète pas une amélioration de la demande mondiale. Alors déjà, tout est relatif, puisque $60 versus $100 il y a un certain nombre de mois, ça fait toujours 40% de baisse. Je pense qu'il y a juste un mouvement technique. Deux raisons principales à ça. Premièrement, les $40 qu'on a atteints, est-ce que c'est la valeur d'équilibre entre l'offre et la demande mondiale? Je sais pas, mais je rappelle quand même qu'au mois d'octobre ou novembre dernier, l'Arabie Saoudite avait dit, nous amènerons le baril à $40. Ils y sont allés. En fait, elle avait donné pour l'ensemble des spéculateurs. N'oublions pas que le pétrole est un actif quand même financier aujourd'hui, qui n'est plus qu'une matière première comme les autres, donc une vraie dimension financière. Donc, elle avait fixé la valeur à atteindre. On y allait. Ça a rebondi pour peut-être deux raisons. Le fait que ça avait baissé rapidement et donc on a un effet de base positif qui fait que les gens reviennent un peu. Ils vont pas sûrement ils ne resteront pas forcément très longtemps. La deuxième chose, c'est un petit peu le dollar qui, en attendant, a un petit peu inversé sa dynamique pendant quelques mois. Donc ça peut être des éléments qui ont poussé les gens. Vous avez baisse aussi rapide. des tensions géopolitiques avec Daesh. On peut se dire que ça a entraîné probablement quelques tensions sur quelques tensions sur le cours du pétrole. Puis vous avez, vous avez aussi le fait que, comme le disait Pierre, c'est un actif financier. Vous posez la question de savoir pourquoi le pétrole est passé de 42 à 61. Moi, je vais vous dire pourquoi aussi le Standard & Poor's est passé de 1500 à 2000 et quelques. Donc, c'est bien pareil, ça n'a aucune justification fondamentale et pourtant, ça y est. Ça pourrait en avoir une, mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au regard du parcours et de la trajectoire des autres matières premières, cette hausse du pétrole correspond plus à un rebond technique. Absolument. Car une sorte d'indicateur avancé de redémarrage du marché des matières premières et donc de redémarrage de la demande mondiale. Pour ça, il suffit d'encourager les gens à aller regarder tout le reste, à savoir celles qui le sont un peu moins financières et plus en lien avec l'économie réelle, l'économie mondiale et donc l'économie chinoise, parce que vous savez que le gros consommateur au niveau mondial de matières premières, c'est la Chine aujourd'hui. Et donc, on a tout à fait la confirmation de ce qu'on évoque depuis un certain temps, c'est-à-dire que la deuxième économie mondiale aujourd'hui ne cesse de ralentir et les chiffres sont extrêmement impressionnants. Voilà, qu'on parle de cuivre, de ciment, d'aluminium, tous les chiffres sont extrêmement bas. Encore une fois, au mois de mai, la production automobile en Chine a été affichée moins 19% quasiment en glissement annuel. C'est colossal. La production d'électricité sur des plus bas qu'on n'a plus atteint depuis les années 2009, depuis leur récession à eux, même si elle se traduit pas exactement sur les chiffres comparables aux nôtres. Mais donc on est vraiment sur une situation de ralentissement qui ne se dément pas. Et la dynamique des prix des autres matières premières, alors on a parfois des petits rebonds techniques, il n'y a aucun mouvement qui se fait en ligne droite, mais on est toujours dans un environnement déflationniste
tout à fait en lien avec l'évolution de la demande mondiale, qui traduit bien la faiblesse de la création de richesse dans le monde actuellement. Alors vous parlez de situation déflationniste, alors qu'aujourd'hui on entend parler au contraire d'un retour de l'inflation. Donc cette dépression des prix sur les matières premières qui dure depuis 2011 confirme selon vous cette tendance déflationniste et elle n'est en rien infirmée par, tous les chiffres d'inflation publiés récemment. Tout le monde s'excite parce que tout d'un coup vous avez un pays dont l'inflation passe de moins 0,2 à plus 0,1. Enfin, c'est l'épaisseur du trait d'abord. Ensuite, secondo, il faut quand même savoir comment cette inflation est calculée. Je vous rappelle que dans l'indice INSEE de français, vous avez la balle de tennis. Vous en achetez tous les jours. Enfin, peut-être si vous êtes tennisman, mais c'est pas quand même quelque chose qui est fondamental. Donc, faut faire très attention à ce que vous disent des chiffres d'inflation. Et aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y ait une reprise de l'inflation parce qu'il faudrait qu'il y ait une reprise de l'activité. Et des salaires, là, quand on parle d'inflation, en réalité, la crainte qu'on peut avoir, ça s'appelle une inflation de second tour à travers une inflation salariale. Aujourd'hui, on n'a strictement aucun risque, encore plus en Europe, de tension sur les salaires. Alors, on en parle un peu sur le salaire hebdomadaire, donc le salaire horaire aux États-Unis, mais là aussi, c'est l'épaisseur du trait. Non, il faut bien avoir en tête que l'inflation, ça traduit quoi? Ça traduit un décalage entre une demande qui augmente et une offre qui a besoin de temps pour pouvoir adresser cette demande qui augmente. Aujourd'hui, on voit pas, et rien dans les chiffres, toujours des surcapacités. nous justifie en fait une hausse de la demande. À partir de là, il n'y a strictement aucune raison structurelle pour qu'il y ait de l'inflation. Alors bien sûr, quand les prix du pétrole, qui participent de beaucoup en fait dans le calcul de ces prix-là, baissent de 100 à 40, là forcément, vous avez un choc qui fait que la déflation apparente est probablement plus importante que la déflation structurelle, donc quand ça remonte, etc. Mais in fine, il faut aller au-delà du chiffre à la petite semaine et regarder la tendance globale. Et la tendance globale, c'est bien la disparition à peu près partout dans le monde de l'inflation, tout simplement au regard d'une activité qui reste au ralenti, au mieux, voilà, et parfois en déclin. Et attention, je crois qu'il faut aussi, il faut pas prendre tous les chiffres bruts sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez eu récemment les ventes qui ont été publiées aux États-Unis. Alors on s'est réjoui parce que tout d'un coup on voit du plus 1%. Quand vous creusez et que vous regardez ce qu'il y a dedans, c'est en grande partie dû à l'augmentation des prix du gaz qui a pris 25%. Voilà, donc il y a des effets donc de base, il y a toujours à un moment une explication. Mais en revanche, si vous remettez le trend sur le long terme, si vous enlevez ces points très particuliers qui sont en général corrigés le mois suivant, qui sont très éphémères, vous apercevez qu'il n'y a pas plus d'inflation que de beurre en broche, qu'il n'y a pas plus d'activité que de beurre en broche, et que aujourd'hui, on est quand même sur soit des croissances qui sont extrêmement faibles, soit des récessions. Donc, et notamment en Chine, donc, puisque là vous mentionniez la Chine, voilà, qui est tout de même le premier consommateur de matières premières. Plus de 40% des matières premières industrielles, c'est absolument colossal. Un seul pays, 40% de la consommation mondiale. C'est vraiment le proxy de l'activité au niveau mondial, et tous les chiffres nous le confirment. Mais en même temps, est-ce réellement surprenant? Je rappelle que la Chine, en termes de création de richesse, c'est pour la moitié, c'est de l'investissement. Qu'est-ce que de l'investissement? Dans des voies ferrées, dans des aéroports, dans des infrastructures, dans des capacités de production. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une anomalie d'histoire, je dirais. Un pays émergent qui affiche une activité qui, soi-disant, serait forte, avec absence d'inflation. Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. L'absence d'inflation, elle vient du fait qu'aujourd'hui, il y a une surcapacité de production évidente en Chine, que le marché international n'est pas capable d'éponger, ni le marché intérieur. Ça veut dire que les 7% affichés par les autorités sont complètement illusoires. Ou sont négatifs, mais peu importe. Vous n'aurez jamais 7%. 7%, c'est une croissance qui est très forte. Alors, vous me direz, il y a quelques années, ils étaient au-dessus de 10, mais soi-disant. Mais là, vous êtes sur des niveaux de croissance qui sont très, très forts. Or, tous les autres chiffres qu'on a sont des chiffres qui sont extrêmement élevés à la baisse. Des moins 18%, des moins... Enfin, vous pouvez pas imaginer qu'avec des chiffres comme ça,
sur le prix des matières premières, sur le prix du fret, sur tout, vous puissiez avoir 7% de croissance. En particulier sur une économie qui est particulièrement cyclique et dépendante soit de l'investissement, soit du reste du monde. Alors, rappelons quand même que la consommation des ménages chinois dans la création de richesse, c'est 36% du PIB. C'est moitié moins qu'aux États-Unis, c'est bien moins qu'en Europe, c'est bien moins que dans la plupart des pays, qu'ils soient d'ailleurs riches ou émergents. Donc le marché intérieur est tout petit. Et il ne me semble pas évident que la conjoncture internationale, c'est-à-dire en dehors des frontières chinoises, légitime une hausse à la fois des exportations d'un côté et les investissements, n'en parlons pas, on est déjà dans une situation de surcapacité de production. Qu'est-ce qu'on peut inférer pour la croissance mondiale, finalement, quand on voit que la Chine ne semble pas en très bonne posture, que son activité est bas de l'aile, au ralenti, au ralenti, à tout le moins. Qu'en Europe, la croissance rebondit, dit-on, mais elle rebondit modestement. Elle rebondit par les stocks, ce qui est jamais un bon signe. Et aux États-Unis, on nous annonce une réaccélération, mais qui semble plutôt douce pour le moment. Mais non, mais ça sera, si c'est 2 à 2,5, c'est déjà bien. Voilà, donc tout est relatif. Ils ne le font même pas. Enfin, quand vous calculez d'ailleurs, c'est un fait. Vous prenez la croissance qu'il y a eu sur les 10 dernières années aux États-Unis. Vous êtes sur une croissance qui est de 1,8 en réel. Hein. Donc ça fait pas grand-chose au final. Hein. C'est-à-dire que il faut quand même se rendre compte que de ce qui s'est passé depuis la crise de 2008, depuis la crise de 2008, on a mis quand même beaucoup de dollars sur la table pour avoir une croissance qui est anémique. Oui, pour pas beaucoup de résultats, c'est vrai. Donc, demander à n'importe quel entrepreneur s'il va continuer longtemps à mettre 8 € sur la table ou 8 $ sur la table pour faire 1 € de chiffre d'affaires, il va pas tenir longtemps à ce rythme-là. Et là, aujourd'hui, sauf s'il a la machine dans la cave. Sauf s'il a la machine dans la cave. La machine à imprimer les billets. Mais ça a une conséquence, c'est-à-dire que plus vous en imprimez, moins il vaut cher. Hein. C'est ce qu'on a dit. C'est uniquement un contrat de confiance. Si vous continuez, si sur un compte en banque sur lequel vous avez 0, vous vous amusez à faire des milliers de chèques, c'est des milliers de chèques en bois. Alors tant que les gens ont confiance en vous, ça se passera bien. Le jour où ils ont un peu moins confiance en vous et qu'ils amènent le chèque en bois à leur banque, on va leur dire non, ça vaut rien. Ça va faire exploser le marché du bois, tout ça. En tout cas, la conclusion de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les indicateurs que sont les matières premières laissent à penser qu'on est face à une demande mondiale très faible. On est aujourd'hui en rythme de croisière sur une activité mondiale très faible, sans parler des risques un peu plus brutaux de rupture qu'on pourrait constater, soit en Europe, on va pas parler de la Grèce aujourd'hui, des conséquences que ça pourrait avoir sur le petit pourcent de croissance que l'Europe devrait afficher cette année, ou encore en Chine, où effectivement, sur une économie aussi sensible, on n'est pas à l'abri d'un dérapage, même si c'est une économie qui est très contrôlée au regard de sa gouvernance mondiale. Donc pour les investisseurs, attention. Messieurs, merci.